Alors, je voudrais d'abord remercier tous les organisateurs de ce colloque de nous avoir proposé de participer. C'est, je pense, dans le monde francophone, l'une des premières fois que les archives d'architecture paysagère font l'objet de ce genre de manifestation. Alors, le titre d'architecte paysagiste n'est pas interdit en Belgique, donc je vais me permettre de continuer à l'utiliser. Comme l'a dit Stéphanie de Courtois, la bibliothèque René Pecher n'est plus tout à fait la bibliothèque René Pecher, puisque depuis 1 an et demi, elle a été intégrée au département jardin, paysage et écosystème urbain de la nouvelle fondation SIVA. Je me propose donc d'évoquer rapidement l'historique de la bibliothèque, le type de fonds d'archives qu'on conserve et leur usage. La bibliothèque René Pecher est créée en 1988 par René Pecher lui-même, alors qu'il vient de fêter ses 80 ans. Selon son propre témoignage, il avait été très frappé par la disparition, ou plus exactement la dispersion d'une série de grandes bibliothèques consacrées à l'architecture paysagère, notamment celle des Duchesnes ou celle de son ami Ernest de Ganay, et ayant lui-même constitué ce qui est à l'époque probablement la plus belle bibliothèque conservée en Belgique sur l'histoire des parcs et jardins, il va proposer à la future région bruxelloise de l'acquérir et de la mettre à la disposition d'un public aussi large que possible. Par la même occasion, il va également céder à la future région l'ensemble de ses archives professionnelles. Et l'institution va donc avoir, dès le départ, cette double vocation de bibliothèque ouverte au public et de lieu de conservation et de traitement des archives d'architecture paysagère. Comme ça se fait souvent en Belgique, ce don initial appartient à la région, mais par contre, la gestion est confiée à une association sans but lucratif qui correspond, je pense, à ce qu'on appelle en France une association loi 1901. Le cadre chronologique est celui du 19e et du 20e siècle, en précisant toutefois que pour la fin du XXe siècle, on est malheureusement obligé de refuser les archives graphiques numériques dans la mesure où on est totalement incapable de les conserver et de les gérer. Le cadre géographique est celui de la Belgique, conformément aux recommandations d'ICOMOS, qui proposent que chaque entité culturelle conserve et gère les archives qui la concernent. Le cadre juridique, il s'agit essentiellement de donations manuelles gratuites avec convention ou de dépôts avec convention. Nous sommes très attachés à cette notion de gratuité, d'abord pour des raisons budgétaires et par ailleurs parce que la gratuité tend à écarter ou à retarder l'introduction du dessin de jardin et de paysage sur le marché de l'art, ce qui, comme on l'a vu dans le cas de l'architecture, est souvent extrêmement dommageable pour l'intégrité des fonds, puisque je dirais, dès que ces fonds acquièrent une certaine valeur, la tendance naturelle est de conserver tout ce qui peut être vendu et d'éliminer de manière plus ou moins complète le reste. C'est la première collection, le premier fonds donc relatif à René Pecher va être peu à peu complété par d'autres fonds. Nous sommes alors au début des années 1990. La collecte de fonds relatifs à l'architecture paysagère accuse donc un retard d'au moins 20 ans par rapport à ce qui s'est fait pour l'architecture. Et les gestionnaires de la bibliothèque Pecher vont se rendre compte assez rapidement que les archives de nombreux architectes paysagistes importants en Belgique au XIXe et au XXe siècle sont introuvables et ont probablement déjà disparu. La décision va alors être prise d'abord de manière intuitive probablement, moi je ne travaillais pas encore à la bibliothèque Pecher, et puis ensuite, je dirais de manière beaucoup plus délibérée, d'élargir l'éventail des producteurs d'archives que l'on recueille,
de manière à compléter ces lacunes qui apparaissent déjà comme extrêmement importantes et afin de pouvoir reconstituer une trame historique cohérente. On va évidemment recueillir les archives d'entrepreneurs de jardin qui ont en principe une collection complète de doubles des plans d'exécution réalisés par le créateur, mais où on aura aussi la surprise de trouver beaucoup plus, parfois de très beaux plans de présentation. Apparemment, les liens extrêmement étroits qui existaient souvent entre l'architecte paysagiste et son entrepreneur habituel jusqu'à la Seconde Guerre mondiale semblent avoir conduit certains de ces entrepreneurs à sauver, à récupérer des dessins qui risquaient de disparaître. Comme on est en France, j'ai pris ici l'exemple du plan du parc de Léonarceau en Alsace, donc un projet qui est daté des environs de 1909, un plan qui a été réalisé par Jules Boyssens. En réalité, les archives privées de Jules Boyssens ont presque entièrement disparu. Par contre, dans le fonds de son entrepreneur de jardin habituel, Gallet, on a eu l'heureuse surprise de retrouver au moins une cinquantaine de très beaux plans de présentation. On ignore exactement selon quel mécanisme ils sont arrivés chez Gallet, mais en tout cas, ils sont là. On va, ici un petit détail, on va également s'intéresser aux archives de propriétaires de jardin, donc c'est créateurs en quelque sorte non professionnels. J'ai pris ici l'exemple d'Ernest van den Broek, un géologue passionné de botanique, passionné de jardin, qui, à partir de 1911, va faire réaliser un très beau jardin qu'il appelait lui-même alpino japonais au sud de Bruxelles, à Genval. Van den Broek était aussi un passionné de photographie et dès lors, à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, il va réaliser des centaines d'autochromes en couleur de son jardin, qui constitue évidemment un témoignage assez exceptionnel sur les choix chromatiques des jardins à l'époque, puisque à l'époque les autochromes sont le seul type de documents photographiques qui existent. Voilà un autre exemple. Ce sont des archives finalement qui sont relativement faciles à conserver et qui ont souvent étonnamment bien passé le temps, pour autant qu'on n'essaye plus de les projeter sur les appareils de projection d'époque. On va également s'intéresser aux archives du monde horticole, qui a souvent des liens très directs avec les créateurs d'architecture paysagère, d'autant plus que ce monde horticole fournit souvent une partie des enseignants des écoles d'architecture paysagère. J'aurais pu vous montrer une belle planche de plantes. J'ai choisi ici quelque chose qui est peut-être un peu plus original. Il s'agit d'une série de petits manuels didactiques réalisés par Robert Basteleuse, qui sont réalisés dans les années 50 et qui s'inspirent manifestement de la bande dessinée belge de cette époque. On va aussi recueillir les archives personnelles d'auteurs qui se sont consacrés à l'histoire des parcs et jardins, ou bien qui ont développé une réflexion théorique intéressante dans ce domaine. Peuchère avait lui-même inauguré cette pratique en recueillant une partie des manuscrits d'Ernest de Gannet. J'ai repris ici la première page du manuscrit de son livre sur André Le Nôtre. Il ne s'agit pas uniquement de cahiers manuscrits, mais de cahiers
qui comporte également toute une série de notes, de courriers, de contacts, et donc qui permettent parfois d'aller vraiment profondément dans la pensée d'un auteur. Le livre d'Ernest de Gannet publié, et on a poursuivi dans cette voie en recueillant notamment les archives de Georges Neuret, qui est l'auteur d'un gros livre des paysages, pour qui, pourquoi, comment, qui a constitué en Belgique un ouvrage de référence pour l'enseignement de l'architecture paysagère pendant les années 1980 et 90. On va évidemment également essayer de recueillir les archives de photographes de jardin, professionnels ou amateurs. Et enfin, récemment, on s'est également intéressé aux archives, on peut dire aux vestiges d'entreprises de matériel de jardin. On a eu l'occasion d'aborder ce sujet avec la firme Blaton-Aubert, une firme belge qui, depuis le 19e siècle, était spécialisée dans la réalisation d'éléments décoratifs de jardin en ciment armé, donc jardinières, balustres, éléments de fontaine, sculptures, etc. L'entreprise a abandonné ses anciens ateliers en 1914 et on a alors, donc vous avez ici une vue de ces ateliers, une autre. Il existait des centaines de moules et d'originaux, de tirages originaux en plâtre, et on a décidé d'en recueillir un petit échantillonnage caractéristique. La plus grande partie du reste a été, je pense, détruite. Enfin, dernière facette de cet éventail de producteurs, on s'est évidemment intéressé aux archives des associations professionnelles. Grâce à la notoriété de René Pecher, on a eu l'occasion d'être chargé, l'occasion et le plaisir d'être chargé de la gestion de l'ensemble des archives de la Fédération internationale des architectes paysagistes, donc de l'IFLA, et également de celle du comité ICOMOS-IFLA des jardins et sites historiques. Je pense que c'est le titre d'origine qui est devenu depuis le Comité scientifique international des paysages culturels. J'ai repris ici à l'écran le projet de constitution en 1950 de l'IFLA, donc le premier projet de constitution avec la signature de tous les membres fondateurs, parmi lesquels on devrait pouvoir voir celui de Porcinaille. Alors, à ce large éventail de producteurs d'archives correspond bien entendu une grande variété de typologies d'archives. C'est à la fois plus difficile pour leur gestion, mais également passionnant dans les modes de recherche historique et de mise en valeur. Je ne vais pas insister sur les documents les plus traditionnels, donc les documents graphiques et les archives écrites. Simplement signaler que les tapuscrits les plus importants de l'IFLA, qui sont rassemblés dans ce qu'ils appellent les livres d'or, ont été entièrement numérisés, ossérisés et mis sur le net, et donc peuvent désormais être consultés avec des recherches sur chacun des mots présents dans ces quelques milliers de pages. On est en train de refaire le site du CIVA pour le moment, donc on a dû les retirer. Ils seront remis dans quelques semaines. On a évidemment tous les types d'archives photographiques. J'ai déjà évoqué l'intérêt des autochromes. Un autre type de document très particulier et très intéressant, ce sont les photos retouchées pour édition. J'ai ici pris l'exemple d'un jardin réalisé par Jean Calais-Claas, le jardin de la Villa Grimard à Genneval en 1930. Donc ici, on a un tirage original, un tirage d'époque d'une photo qui a été réalisée peu après la fin de la réalisation du jardin. Et ensuite, vous avez la photo retouchée à la gouache et à l'aquarelle. Donc c'est un type
d'archives, je dirais d'abord qui nous rappelle que la photographie n'est pas le médium objectif que l'on considère parfois, et par ailleurs, je dirais qu'il nous introduit dans cette problématique très particulière de l'image que l'architecte paysager veut donner de lui-même, non pas à travers ses réalisations, mais à travers la publication. Donc ici, la comparaison entre les deux photographies. Un type de document photographique qui est aussi peu exploité, dont il existe de grandes collections, ce sont les stéréogrammes en noir et blanc ou en couleur, sur verre ou sur pellicule souple, d'autant plus important, je dirais que à partir après la Seconde Guerre mondiale, il y a une forte démocratisation, et donc il y a beaucoup de particuliers qui font eux-mêmes des stéréogrammes. Enfin, un dernier type de document photographique auquel on s'est beaucoup intéressé, ce sont les diapositives, qui est un médium qui est souvent un peu méprisé, mais qui, en fonction de son coût modeste et de l'ampleur des collections qui ont été réalisées, est souvent d'une aide incomparable pour connaître l'état d'un jardin à un moment précis de son histoire. On conserve à travers plusieurs fonds plusieurs dizaines de milliers de diapositives. Les maquettes de jardins, il y en a eu beaucoup, il en subsiste peu, on a la chance d'en conserver quelques-unes. Ici, la maquette du jardin congolais réalisée par René Pecher pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Les documents sonores, la bibliothèque Pecher conserve d'importantes archives sonores sous forme de bandes magnétiques ou de cassettes. Le fonds IFLA seul comporte près de 500 heures d'enregistrement, de congrès de l'IFLA, de conférences, de réunions, de débats. Ce sont des documents fragiles, souvent déjà en partie dégradés, d'une consultation délicate. Ils ont donc constitué une priorité dans la politique de conservation. Et grâce à l'aide de l'IFLA, parce qu'on ne pouvait pas le faire sur fonds propres, ils ont été presque intégralement numérisés par une firme spécialisée dans les enregistrements musicaux, et donc sont donc désormais accessibles aux chercheurs sur demande. Les documents audiovisuels, on a également des collections intéressantes. René Pecher avait participé à pas mal d'émissions de télévision où il présentait soit ses propres réalisations, soit des jardins historiques. On a eu l'occasion d'acquérir de la maison de production l'ensemble de ces petits films, à la fois les versions montées, mais également tous les rushs, qui montrent parfois des éléments qui ont disparu de la réalisation finale. Enfin, les éléments tridimensionnels, j'en ai déjà parlé, un élément de la firme Blaton-Aubert, un modèle en plâtre en cours de conditionnement. Enfin, il ne s'agit pas stricto sensu d'archives, mais il faut aussi insister sur l'intérêt des bibliothèques d'architectes paysagistes qui offrent souvent une documentation, des renseignements incomparables sur la culture et les relations d'un créateur. Donc je dirais ce sont des bibliothèques qu'on accepte évidemment toujours en même temps que les fonds, qui sont inventoriés et qui passent ensuite dans la bibliothèque générale de la bibliothèque Pecher, de la fondation SIVA, mais qui gardent toujours un lien fort avec les archives. J'ai pris ici deux exemples de la bibliothèque personnelle de René Pecher. Donc une édition du coup d'œil sur bel oeil du Prince de Ligne, éditée avec une préface par Ernest de Ganay, avec en face une dédicace par le Prince de Ligne de l'époque, donc le père du Prince de Ligne actuel. Je dirais que simplement sur ces deux pages, on a
presque un résumé de la culture de René Pecher dans l'entre-deux-guerres. Un autre livre de la bibliothèque personnelle de René Pecher, donc une revue allemande qui, en réalité, avant de passer dans la bibliothèque de René Pecher, a appartenu à la bibliothèque de Karl Foerster et qui nous rappelle ces liens privilégiés que Pecher entretenait avec la culture allemande, au point que, comme vous le savez, probablement, après l'exposition de 1958, René Pecher a engagé la fille de Karl Foerster, Marianne Foerster, dans son bureau d'architecture où elle a fait l'ensemble de sa carrière. Pour terminer, quelques éléments sur l'usage de ces archives. Dans ses statuts, la Fondation SIVA indique qu'elle a vocation d'encourager la réflexion sur le territoire bruxellois et ses transformations, et que l'un de ses moyens d'action est de conserver des archives et de les mettre à la disposition du public. Donc c'est une reconnaissance encourageante du rôle des archives, l'architecture paysagère notamment, dans la gestion du territoire. Pour les usages, les expositions constituent un premier mode, évidemment, de valorisation des archives pour un large public. Et dans ce domaine, on a évidemment la chance de bénéficier de l'infrastructure de la Fondation SIVA, qui possède des salles d'exposition et, je dirais, toute une équipe de montage et évidemment une longue tradition qui remonte à plus de 20 ans dans la réalisation d'expositions. J'en ai repris ici quelques-unes récentes. D'abord une petite exposition un petit peu artisanale qui a eu lieu dans la bibliothèque Pecher elle-même à l'occasion de la Journée internationale des archives en 2014. Donc c'était une exposition qui était destinée à ce public très particulier d'amateurs d'archives. En 2016, on a réalisé l'exposition Flora's Feast, le motif floral dans l'art nouveau, qui a été l'occasion de présenter une belle série de planches botaniques appartenant à nos collections. En 2016, on a également eu l'occasion de prêter plusieurs documents pour l'exposition Jardin d'Orient qui avait été réalisée à l'Institut du monde arabe. Ça a notamment été l'occasion de présenter pour la première fois des plans d'un élève belge de Forestier, qui est probablement le seul élève belge qui a eu Forestier, un architecte paysagiste qui était totalement tombé dans l'oubli et que nous-mêmes on a redécouvert par hasard. Télésphore du Monceau. En 2016-2017, on a également présenté une petite exposition en collaboration avec la Villa Noailles à Hyères qui était consacrée à Charles de Noailles et les jardins. Et ce fut là l'occasion de présenter des archives totalement inédites sur les relations très importantes entre Charles de Noailles et René Pecher. À côté de ce premier type de valorisation, il y a évidemment tout ce qui est études académiques, l'usage classique des archives par les universités dans le cadre de mémoires, de thèses, etc., aussi bien universités du domaine francophone que néerlandophone en Belgique. Il y a l'usage dans l'enseignement, l'emploi des archives dans le cadre de la formation des architectes paysagistes est assez complexe à mettre en place parce qu'on s'est rendu compte évidemment que les étudiants n'ont pas beaucoup l'habitude de manipuler les archives ni de les interpréter, mais voilà, c'est une pratique qu'on essaye évidemment de développer. L'usage des archives dans le cadre de restauration de sites classés. Chaque année, les archives servent à nourrir plusieurs projets de restauration, donc de sites protégés ou
ou classés. Je reprends quelques-uns récents. Ici, les jardins du musée Van Buren à Bruxelles, à Uccle, hein, réalisés au milieu des années 20 par Jules Boyssens. Une restauration pour laquelle les archives qu'on conservait ont vraiment joué un rôle essentiel, et cette restauration n'aurait pas été ce qu'elle était si ces archives n'avaient pas été conservées. Elle a permis notamment une étude extrêmement fine des modifications de niveau du jardin qu'on a pu reconstituer à pratiquement 5 cm près grâce aux documents originaux du fonds Boyssens. Et c'est un détail qui nous montre ces relevés, enfin, ces indications de niveau extrêmement précises. Et c'est une restauration qui a été primée par Europa Nostra en 2015. C'est d'ailleurs la seule réalisation belge qui a été primée par Europa Nostra cette année-là. La cité administrative de l'État à Bruxelles, donc un exemple de jardin de René Pecher qui s'est développé dans le contexte difficile d'une intégration à un grand complexe fonctionnaliste. Pour des raisons un petit peu complexes, l'ensemble du jardin a été détruit récemment et il a pu être en très grande partie reconstitué grâce aux archives de René Pecher que l'on conservait. C'était encore une fois un dossier extrêmement complet. Un autre projet, une autre réalisation de René Pecher, la Oystervoer, un grand ensemble qui se situe dans la région flamande aux portes de Bruxelles, à Vossem, près de Tervuren. Donc une réalisation qui date de la fin des années 50, début des années 60. C'est un domaine qui a été racheté depuis quelques années par les États-Unis, qui abrite l'ambassade de l'OTAN à Bruxelles. Et il y a 2-3 ans, les États-Unis ont décidé de lui consacrer une restauration soigneuse, et un groupe d'architectes paysagistes venus de Boston est venu étudier l'ensemble du dossier. Je pense qu'ils ont fait une copie pratiquement complète des archives de manière à préparer cette restauration qui n'a pas encore débuté. Une autre vue de ce jardin de Vossem, le plan d'ensemble contenu dans le fonds Pecher. Et pour terminer, une demande toute récente, il y a eu une quinzaine de jours, on vient d'être sollicité pour un projet probablement de restauration, à tout le moins un projet d'étude du domaine de Biden à Lambesc en province. Donc un très beau domaine aménagé par René Pecher vers 1960. Vous avez ici le plan d'ensemble qui ne correspond pas exactement à la réalisation datant de 1959. Enfin, assez régulièrement, on est également sollicité par des propriétaires qui, sans avoir nécessairement le dessein de restaurer scrupuleusement leur jardin, souhaitent en connaître plus précisément l'histoire et l'évolution. Et c'est bien entendu une extension du rôle des archives dont on se réjouit fortement. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Une. Voilà, on va essayer d'aller rapidement. Donc, pour clôturer, simplement quelques mots sur les principaux défis de l'institution. Il y a d'abord la place, rare et coûteuse dans une grande ville. On défend plutôt l'idée d'un lieu de conservation unique pour stocker les archives et pour les traiter, donc classement, consultation, préparation d'exposition, mais on n'est pas nécessairement suivi dans ce domaine par les décideurs politiques.
pour qui l'idée d'un dépôt extérieur moins coûteux et compact où on mettra des archives qui ne seront de toute façon pratiquement jamais consultées est souvent séduisante. Second défi, la conservation. Le matériel de conservation est extrêmement cher. On en a besoin pour certaines catégories spécifiques d'archives, surtout les plans quand ils sont fragiles, et évidemment tout ce qui est archives photographiques, et donc on est obligé d'avancer plus lentement que le rythme des inventaires. Troisième défi, la communication. On réfléchit depuis longtemps à un logiciel d'inventaire et de gestion des archives qui arrive petit à petit à terme avec l'aide précieuse des gens de l'IFLA, et on pense qu'il sera prêt dans environ 1 an et demi. Quatrième défi, le temps. On sait qu'il y a un certain nombre de fonds d'archives qu'il ne faut pas attendre, pour lesquels il ne faut plus attendre parce qu'ils risquent de disparaître rapidement. On sait qu'il y a aussi des fonds d'archives qui risquent de disparaître qu'on ne connaît pas encore. Donc une prospection est absolument nécessaire, mais en même temps, c'est une des choses les plus difficiles à justifier pour un archiviste. Et enfin, le cinquième et dernier défi, ce sont les archives graphiques numériques pour lesquelles on n'a malheureusement, à l'heure actuelle, aucune solution. Je vous remercie.